Un Superman horrifique. C'est ainsi que Brightburn a été vendu durant des mois pendant sa campagne promotionnelle. Les gens se sont donc énormément réjouis et ce film a suscité énormément d'attentes. D'ailleurs, les fans pensaient qu'il y aurait des inspirations tirées de The Red Son, la version maléfique de Superman. Mais lorsque le film est sorti, il a suscité finalement pas mal de critiques et a reçu un accueil plus que mitigé. Je pense pourtant que c'est un film qui a de réelles qualités et qui est bien plus intelligent que ce qu'on a bien voulu nous faire croire. Alors certes, le scénario est couru d'avance, certes les personnages ont parfois l'intelligence d'une huître et les flics sont totalement incompétents quand ils ne sont pas gratuitement violents. Ah non, ça c'est normal, on parle de la police américaine. Mais laissez-moi vous donner 5 bonnes raisons de redorer le blason de Brightburn. Et je vous préviens d'avance, afin de vous parler profondément de ce qui me parle dans ce film et de ce que je trouve intelligent, je vais devoir vous spoiler allègrement. Donc si vous n'avez pas vu Brightburn, regardez peut-être pas cette vidéo, bien que ce ne soit pas un film qui soit à twist ou qui ait des rebondissements inattendus. Si vous voulez garder la surprise, regardez cette vidéo plus tard. Ou pas, étant donné qu'il n'y a pas de twist, j'espère que cette vidéo pourra aussi susciter l'envie à des personnes qui ne l'ont pas vu d'être curieux et d'aller voir ce film. Dans la petite ville de Brightburn, Tori et Kyle ont toujours rêvé d'avoir un enfant, mais n'y arrivent pas. Jusqu'à ce qu'un jour, lors d'une pluie de météorites, ils trouvent un mystérieux bébé dans la forêt. Ils décident de l'adopter. C'est le petit Brandon, tout ce dont la famille Breyer a toujours rêvé. C'est un garçon éveillé, curieux, doué, sensible. Mais, à l'approche de la puberté, quelque chose d'aussi puissant que sinistre se manifeste chez lui. Il semble avoir une force hors du commun et s'intéresser à des choses qui sont un peu particulières. Tori nourrit bientôt d'atroces doutes sur son fils, qui ne sait pas qu'il est adopté. Désormais, Brandon n'agit plus que pour satisfaire ses terribles besoins, et même ses proches semblent en grave danger. C'est un des points qui fait que j'ai le plus envie de défendre Brightburn et qui fait aussi que j'ai envie de le défendre afin qu'il gagne en popularité. En effet, pour moi, le potentiel que recèle Brightburn ne peut s'exprimer que s'il a des suites. Ce n'est pas rare que des films se plantent au box-office, reçoivent des critiques plus que mitigées et gagnent des lettres de noblesse par après, voire même parfois des statuts mythiques. Brightburn en trouve en effet la possibilité d'un univers étendu de super-héros maléfiques et cette promesse est plus qu'alléchante. Mais hélas, le film doit gagner en popularité car pour cela, eh bien on doit prouver au studio que ça peut attirer les foules et donc attirer de la thune. Au cinéma ces dernières années, la figure du super-héros a fait preuve de bien peu d'audace. On avait dans les années 90 les Batman de Burton, puis de Nolan, qui ont exploré des facettes plus sombres de l'univers d'ici. Puis, plus tard, les Nouveaux Mutants qui ont tenté de créer un film d'horreur au cœur de la licence X-Men. Tentative hélas bien timide, charcutée par un montage qui semblait censurer les parties horrifiques pourtant prometteuses, pour coller à un public plus large évidemment. On aimera finalement plus ce film pour ce qu'il aurait pu être que pour ce qu'il est réellement. En dehors de ces rares et timides tentatives, les icônes semblent souffrir de bien peu de remise en question. Ni de critique, ni d'évolution, c'est le statu quo total. Brightburn, c'est donc la porte ouverte à toute une facette inexplorée de ces super-héros et de ces icônes, de ces mythes qui est tout bonnement alléchante. Le film se termine en effet sur une séquence marquante. Michael Rooker y joue un youtubeur, plutôt conspirationniste a priori, qui compile des images semblant montrer une recrudescence de héros maléfiques détectés aux quatre coins du monde. Ces vidéos mettent en scène une version distordue des personnages de Justice League, puisqu'on y voit une créature marine qui pourrait évoquer un Aquaman maléfique, ou encore une sorcière qui étrangle des gens avec une corde, ce qui n'est pas sans rappeler le fouet de la justice de Wonder Woman. Il semble aussi que la famille Gunn ait déjà eu la volonté de créer un univers étendu autour de ces thématiques. L'un des super-héros maléfiques que l'on distingue à la fin du film est Super, créé par James Gunn et incarné par Rainn Wilson à l'écran. Il s'agissait d'une comédie d'action mettant en scène Frank Darbo, un monsieur tout le monde qui décide de venger sa femme en devenant un vigilante. Problème, eh ben, il n'a pas de pouvoir magique. Un super-héros sans super-pouvoir qui devient un vigilante suite à un événement traumatique et qui est dans une soif de vengeance. Je me demande bien de qui il peut être le pendant maléfique. Quant à Brandon, le garçon du film Brightburn, il incarne un Superman maléfique. Cela se ressent bien sûr dans ses pouvoirs et dans son origine, un alien élevé par des humains, mais dans aussi énormément de références disséminées dans le film.
Brandon aborde souvent du bleu, du rouge et du jaune, qui sont les 3 couleurs emblématiques de Superman. Le film se déroule dans le Kansas, la région où est envoyé originellement Superman, sans compter que ses pouvoirs sont calqués aussi sur ceux de Clark Kent. Il y a de quoi, avec ce matériel, créer une véritable Injustice League qui apporterait le chaos plutôt que la justice. Ce serait tellement intéressant, imaginez, on a déjà là tout le potentiel pour avoir des suites, on a toute une déclinaison du super-héros qui pourrait faire des films à part entière. Bref, tout un univers étendu de super-vilains, ce serait hyper jouissif à voir. Et je parle bien évidemment de vrais super-vilains, hein, pas comme ces purges de Suicide Squad qui nous pondent de pseudo-super-méchants qui ont à peu près la méchanceté et la niaque du programme politique de Taubira. Quand on parle de super-héros maléfiques, on s'attend finalement à quelque chose d'assez lisse et d'assez fade, surtout au vu des productions marvelesques de ces dernières années qui proposent un cinéma très calibré. On a l'impression que ce type de film se contente bêtement de remplir un cahier des charges sans chercher à avoir aucune personnalité. Au milieu de ces productions calibrées et très lisses, Brightburn fait figure d'exception et assume d'être un vrai film d'horreur, avec des aspects très jusqu'au-boutistes. Brightburn propose un mélange entre un film de possession, avec des aspects plus épouvante, et un slasher avec des côtés très gore. C'est cet aspect qui est le plus poussé et le plus surprenant. Le film est très graphique, sanguinolent à souhait, et n'hésite pas à faire preuve de beaucoup d'audace. 2 scènes se détachent particulièrement du lot. Une scène de décapitation, lente, qui ne nous épargne aucun détail du visage malmené du personnage. Elle n'a pas été sans me rappeler des scènes tirées de Resident Evil en termes de charge graphique. Et Resident Evil, le jeu, évidemment, pas les films. La seconde se déroule dans un diner où une serveuse voit son œil gauche percé par un éclat de verre. Cette scène donne lieu à une petite trouvaille de mise en scène particulièrement réussie. La femme voit son monde coupé en 2, avec la moitié de la scène en rouge. De petites trouvailles intelligentes comme ça, il y en a énormément dans le film, qui a une vraie personnalité et propose des plans assez audacieux. Brandon se crée son costume à partir de rien et décide de se draper d'une cape rouge car c'est son couvre-lit, ce qu'il a de plus simple à portée de main à ce moment-là. Il est passionné par les guêpes et les abeilles et construit donc son masque autour de sa passion pour ces insectes car c'est ce qu'il connaît le plus. Il faut se rappeler que ce n'est pas une production qui a joui d'un énorme budget, à peine 6 millions de dollars. Pour la petite comparaison, Us, qui a été un film d'horreur populaire de la même année, a joué lui d'un budget de 24,6 millions de dollars. Et pourtant, il est déjà considéré comme un film assez auteuriste, donc c'est pour vous dire un petit peu la différence de budget. Brightburn est donc obligé de recourir à des stratégies que je trouve plutôt élégantes pour compenser ce petit budget. Le gros du budget est surtout passé dans les scènes gore dont je parlais un petit peu plus tôt, qui du coup ont de l'élégance et ne font jamais cheap. Beaucoup de ces effets sont des effets pratiques, des prothèses, des mannequins, du maquillage, ce qui donne beaucoup de corps, de texture, un effet très organique à l'image. Les effets pratiques coûtent plus cher mais donnent un résultat qui est bien plus convaincant. Au contraire, leur réalisme les rend d'autant plus impactantes et tranche avec le ton qui est finalement assez léger et qui est presque proche du teen movie par moment dans le reste du film. Et le fait qu'il n'y ait finalement que peu de scènes gore ne les rend que d'autant plus impactantes. Le film joue souvent la carte du minimalisme et de la sobriété pour donner un côté plus élégant et impactant à ces images. Pour les scènes plus proches d'un cinéma de possession, on se situe dans des cadres plus restreints, quasiment des huis clos, qui créent un climat vraiment très anxiogène, une grosse tension. On va jouer sur des procédés plus minimalistes, des techniques avec du hors-champ, un sound design particulièrement travaillé, de longues plages silencieuses. Même si le film tombe parfois dans la facilité avec des jumpscares, il prend tout de même le temps de poser une vraie ambiance et de laisser l'angoisse distiller. La lumière est un élément particulièrement travaillé et intéressant dans ces scènes. Le film baigne souvent dans une lumière rouge angoissante qui donne une sensation d'urgence, de stress. On a l'impression d'être constamment baigné dans les halos que créeraient des alarmes militaires. L'impact implicite de cette lumière nous plonge dans une ambiance apocalyptique. Globalement, de toute façon, le film est très très beau. La photographie et la lumière sont particulièrement léchées et soignées. Les scènes de rêve sont sans doute celles qui marquent le plus par leur beauté. On n'est pas loin d'un aspect pictural, avec un clair-obscur contrasté très marqué, et ces lumières rouges qui rehaussent l'ensemble. Alors certes, c'est devenu un peu un cliché de la SF horrifique, surtout après Stranger Things qui a remis cette esthétique un peu néon au goût du jour, mais ça fonctionne si bien qu'on ne va pas bouder notre plaisir. Et j'aimerais aussi vous parler de la surprise qu'a été cette scène.
Je ne m'attendais vraiment pas à trouver une telle idée dans un film de cette trempe. C'est une scène filmée de manière très originale et qui fonctionne terriblement bien pour augmenter la tension, car on ne sait pas de quel côté la menace va surgir. Découvrir ainsi de vraies visions d'auteur, de vraies idées de mise en scène dans un film si petit budget et en plus destiné à un grand public, ça a été un vrai régal et surtout une vraie surprise très agréable. Brightburn est un film créé par des amoureux du cinéma d'horreur et ça se sent. De nombreuses références sont disséminées dans le film qui contribuent à l'ancrer dans un imaginaire horrifique de grande ampleur. Brightburn a l'ambition d'être un vrai film d'horreur et s'appuie pour cela sur des références à de grands classiques du genre pour légitimer sa présence sur la scène. Parce qu'imaginez un peu la position étrange de ce film. Il est produit par James Gunn, la nouvelle coqueluche des blockbusters de comics plutôt destinés à des ados, mais est composé de quasi-inconnus dans les équipes créatives. Le film est écrit par les deux frères de James Gunn, et le réalisateur, David Yarovesky, est plutôt axé sur des films d'horreur petit budget, mais autoristes et ambitieux, qui ont eu leur petit succès dans le milieu. Bref, Brightburn a un statut bancal, et est attendu au tournant aussi bien par les amateuristes de comics que par les amateuristes de films d'horreur. La première référence évidente qui vient évidemment à l'esprit est celle faite à la malédiction, tant le personnage de Brandon et de Damien se ressemblent. Quasi mutiques, ils sont angoissants et inquiétants, ce sont des enfants qui sont clairement différents de la norme, leurs parents essayent aussi de les tuer, ce sont des présences inquiétantes qui stressent leur entourage, sans compter leur petit sourire sardonique en permanence qui est pour moi la petite touche damienesque d'énormément de gamins du cinéma d'horreur. Et le sort des parents de Brandon rappelle évidemment le sort des parents de Damien puisqu'il s'agit de rares films où les méchants gagnent à la fin. Les parents finissent par périr sous les assauts de leurs enfants. Le fait que les parents refusent toute aide et tentent de régler le souci par eux-mêmes, tout en croyant leur enfant purement maléfique, rappelle aussi le film La Mauvaise Graine. Sorti en 1956, il s'agit de l'un des premiers thrillers mettant en scène un enfant dans la peau de l'antagoniste. Cette thématique de la perversion de l'enfance sera reprise par la suite dans des films comme L'Autre en 1972, d'ailleurs pas assez connu au passage, n'hésitez pas à le regarder, il vaut vraiment le coup d'œil, L'Exorciste en 1973 et bien sûr La Malédiction en 1976. Une autre référence évidente est celle faite à Carrie au bal du diable, en particulier la scène du couteau qui est un parallèle direct. La mère de Carrie tente de tuer sa fille, la pensant possédée par le diable, tout comme la mère de Brandon qui tente de l'assassiner en le poignardant. Le côté slasher du film, je dirais que c'est un peu un mélange entre un Vendredi 13 et un Halloween. Jason et Michael Myers sont clairement des inspirations directes pour le personnage de Brandon. Jason, tout comme Brandon, est d'abord mis au banc de la société à cause de sa différence. Il est moqué et malmené. Sa soif de tuer vient donc d'une envie vengeresse avant tout pour prendre sa revanche sur tous les gens qui se sont moqués de lui. Michael Myers, à l'inverse, c'est la figure du tueur silencieux qui a des massacres qui sont presque plus subtils. Il est le mal incarné. Il ne se déplace jamais, regarde ses victimes toujours de loin, on le voit très peu dans la lumière. Brandon récupère énormément de ses traits de personnalité. Il est toujours très calme, même lorsqu'il va commettre un massacre, et regarde toujours ses victimes de loin, avec beaucoup de détachement et de froideur. Il observe finalement plus qu'il n'agit. Mais Brightburn, ce n'est pas qu'un film d'horreur, c'est aussi un film de SF qui référence grandement les grands classiques du genre. Alien est la première inspiration évidente, avec la forme de l'œuf dans lequel arrive Brandon qui rappelle énormément le look des œufs de Facehugger. Predator et Terminator, qui tentent de rendre visibles des visions non humaines à travers des filtres d'images particuliers, semblent avoir aussi inspiré le film puisque certains passages transcrivent la vision déformée de Brandon lorsqu'il est transformé. Les films surréférencés peuvent parfois avoir un effet cache-misère, comme s'ils essayaient de cacher la pauvreté de leur discours par un patchwork de références cinéphiles. Dans un film qui a de la personnalité comme Brightburn, au contraire, ces références deviennent un maillage commun dans lequel vient se tisser le film. Ça crée tout un maillage et tout un réseau d'images référentielles dans lequel vient très intelligemment se mettre Brightburn.
Bon, on commence à aborder les 2 points qui sont vraiment essentiels dans mon argumentaire pour vous prouver que Brightburn est un film bien plus intelligent et complet qu'il n'y paraît. Le sous-titre français est, comme d'habitude, complètement à la ramasse. Ça s'appelle Brightburn, l'enfant du mal ou quelque chose dans ce genre-là. Il inverse totalement le propos que je vais développer ici, puisque l'enfant du mal sous-entendrait que Brandon est né comme ça, et puis pas de bol, il a des instincts psychopathes, et c'est comme ça, c'est pas de bol, c'est tombé sur lui. Personnellement, je ne suis pas quelqu'un qui pense que l'on est par essence méchant ou avec des soucis mentaux. Je pense qu'on le devient ou qu'on le développe. Et pour moi, Brandon est vraiment l'illustration parfaite de cette pensée. À mon sens, le film essaye justement de prouver que ses parents et son environnement l'ont rendu ainsi, et non pas qu'il serait par essence né mauvais. Et surtout, plus important pour moi, à mon sens, ses parents n'ont pas compris qu'il avait un fonctionnement mental qui différait de la norme. Et c'est là toute la subtilité du message, puisque sous couvert de très bonnes intentions, ils vont en fait développer des choses assez maltraitantes envers leur fils. À l'image de beaucoup d'enfants mutiques du cinéma, Brandon développe très vite des caractéristiques qui font penser aux troubles du spectre autistique. Des anxiétés sociales et difficultés à comprendre les codes sociaux, une froideur expressive, une difficulté à exprimer ses émotions et la sensation d'être globalement un étranger dans ce monde. La scène à l'école au début du film est parlante. Il dessine, mais réussit tout de même à répondre à la question de la maîtresse. Mais il a le défaut autistique de répondre trop précisément. Ses camarades de classe se moquent donc de lui. Le savoir encyclopédique est un trait autistique. On sent aussi qu'il développe un intérêt spécifique très poussé pour les guêpes et les abeilles, dont je vous ai déjà parlé précédemment. On sent aussi durant le film qu'il fuit les contacts physiques. Ses parents essayent souvent de l'enserrer pour le calmer, mais cela semble le stresser plus qu'autre chose. C'est aussi un des premiers indices sur la maltraitance involontaire des parents, mais maltraitance tout de même. Ils imposent des embrassades à son fils alors que ça le met visiblement mal à l'aise, voire que ça crée une souffrance. À table, il développe un toc avec sa fourchette qu'il frotte contre ses dents. C'est aussi un signe supplémentaire de son trouble du spectre autistique, qui rend le rapport à la nourriture souvent compliqué. Beaucoup de personnes autistes ont besoin de steam durant les repas pour se préparer mentalement à ce qui peut être une vraie épreuve. Le steam, c'est une autostimulation avec le corps pour gérer des situations de stress. Ça peut être par exemple des sons ou des gestes répétés. Un des stims les plus connus est les personnes qui se balancent d'avant en arrière, mais ça peut prendre énormément de formes très différentes. Un de mes stims à moi par exemple, c'est de me toucher les ongles en permanence et de me les triturer jusqu'à souvent me péter les ongles, hélas. Les hypersensibilités avec la nourriture sont très fréquentes dans l'autisme, ce qui rend le rapport à la nourriture et au repas globalement très complexe. Les textures, les couleurs, les odeurs, les goûts peuvent être de véritables tortures sensorielles. Cette scène, à mon sens, même si elle est tournée dans un côté horrifique en montrant qu'il a une super force pour arriver à mâcher carrément une fourchette, est vraiment une illustration d'un steam durant un repas, et montre aussi le rapport complexe qu'il entretient avec la nourriture. L'alien comme métaphore de l'autisme, c'est un trope récurrent au cinéma et dans la littérature. Et même si c'est une manière de représenter l'autisme que personnellement je n'aime pas car je la trouve déshumanisante, non, nous ne sommes pas des aliens, nous sommes de vrais êtres humains et nous avons juste besoin peut-être de conceptions du monde qui sont un petit peu différentes, d'aménagements au quotidien qui sont différents, mais voilà, on n'est pas des espèces d'étrangers et de choses un petit peu inconcevables. Non, nous sommes de vrais êtres humains et si jamais on fait 5 minutes l'effort de se pencher un petit peu sur nos besoins, on se rend compte qu'on n'est pas si différent d'une norme très neurotypique, mais bon, bref, je m'égare. Donc même si la représentation de Brandon en tant qu'alien n'est pas forcément une très bonne représentation de l'autisme, pour moi, il est assez évident que Brandon en est un. C'est un enfant autiste qui a besoin d'être aidé, d'être suivi, d'être accompagné, d'être aimé et d'être compris par ses parents. Et comment réagissent ceux-ci quand ils commencent à développer des comportements un petit peu bizarres et qui sortent de la norme? Eh bien, quand Brandon commence à développer des comportements violents car il a des difficultés à être et exprimer des choses, ses parents réagissent par la violence et la peur. Ils ne l'envoient voir une psy qu'une fois, et encore parce qu'ils sont contraints et forcés de le faire. La psy est d'ailleurs une des membres de leur famille, qui a donc un regard totalement biaisé et ne pourra jamais proposer une thérapie ou un diag vraiment efficace. Pour moi, ce film, c'est l'illustration parfaite de l'ingérence des parents et de leur manque d'empathie envers leur enfant.
Ils prennent constamment les mauvaises décisions et se voilent la face sur la neuroatypie de leur enfant. Ce genre de comportement toxique se retrouve énormément dans la vraie vie, où l'on essaye à tout prix de faire coller des enfants neuroatypiques à des normes neurotypiques qui ne leur conviennent pas, ce qui génère énormément de frustration, de souffrance, et peut parfois amener effectivement à des comportements déviants. Au mieux, ça donnera des adultes qui sont complètement dysfonctionnels et vont payer des frais de thérapie énormes pour essayer de réparer les erreurs de leurs parents. Le film choisit ici la solution du pire, à savoir transformer cet enfant en tueur. Et même si c'est un choix qui reste extrêmement caricatural, je trouve que c'est intéressant de montrer à quel point, malgré de bonnes intentions, les parents peuvent transformer leurs enfants en quelque chose d'atroce et en personnes qui sont tellement bourrées de souffrance qu'elles vont en devenir effectivement des dangers pour la société ou pour eux-mêmes. Si vous avez eu dès le début un meilleur comportement et qu'ils avaient apporté un accompagnement suffisant à Brandon, il est certain qu'il n'aurait jamais viré ainsi, ça aurait pu sauver des milliers de vies par la suite. Si les parents sont responsables de la mauvaise éducation de Brandon et de la non prise en charge de sa neuroatypie, le film pointe aussi du doigt des violences éducatives ordinaires. Ce sont des violences qui sont finalement assez ordinaires, qu'énormément de personnes ont connues et reproduites par la suite, mais qui peuvent générer de vrais traumas. C'est la banalité de la violence de ce type de comportement qui est pointée du doigt et je trouve que c'est très intelligemment fait parce que c'est extrêmement subtil. À aucun moment les parents ne sont méchants. Dès le début du film, le rôle de la mère et du père est très caricatural, très genré. La mère est glorifiée, c'est elle qui parle des sentiments, qui est douce et tendre. Et le père, bon lui, il est un petit peu balourd, il n'est pas toujours très débrouillard avec son fils. C'est un schéma qui peut paraître dépassé aujourd'hui, mais qui est encore la réalité de bien des foyers, même nouveaux. Mais le film montre bien qu'il y a des moments d'éducation laissés uniquement entre hommes pour que le père apprenne à son fils à devenir un vrai mâle viril, un vrai mâle alpha. Aouh, aouh. Les scènes qu'il partage sont des scènes stéréotypées d'une éducation patriarcale. Lorsqu'il est enfant, on lui offre un tractopelle, et lorsqu'ils passent du temps ensemble, c'est principalement pour bricoler ou pour chasser. Et vient enfin un moment de conversation qui est laissé uniquement entre eux après une scène que je trouve d'ailleurs extrêmement creepy. Ce sont les parents qui s'introduisent dans la chambre de Brandon pendant qu'il n'est pas là, qui fouillent sous son lit et qui trouvent des magazines porno. Je trouve ça extrêmement dérangeant, t'es complètement en train de violer l'intimité de ton fils, et au milieu de ce magazine porno, il y a aussi des images gore, et là il se pose des questions, etc. Mais enfin bref, c'est l'intimité de ton fils, tu n'as pas à rentrer dedans. Je trouve ça très dérangeant. Ils tombent donc sur ces images de femmes en petite lingerie et ils se disent que c'est le moment que père et fils aient une conversation virile sur les hormones et sur la sexualité qui les travaille. Donc pourquoi la mère n'aurait pas sa place à ce moment-là? Je ne sais pas, puisque c'est aussi son rôle de parent de dire des choses à son enfant, mais apparemment ça doit rester entre hommes, entre garçons. Cette conversation virile va donc se dérouler à la chasse. Ça se passe de commentaires, je crois. Brandon commence à être amoureux d'une fille de sa classe et demande à son père ce qu'il est normal de faire dans ces moments-là. Et là, son père lui donne des conseils de pur masculin chef, en mode « Ah, c'est normal que les hormones te titillent, et puis c'est ça de devenir un homme ». Il lui parle de pulsion et de combien c'est normal d'aimer les filles. D'ailleurs, à aucun moment l'homosexualité n'est ne serait-ce qu'évoquée. Et il lui dit surtout combien c'est normal de céder à ses pulsions. Donc, naturellement, que fait Brandon en se disant que tout ce qu'il ressent est tout à fait normal? Il prend les conseils de son père au pied de la lettre et va céder à ses pulsions en allant stalker sa petite voisine, développer un comportement creepy et finir par lui casser la main parce qu'il ne comprend pas son rejet, vu que son père ne lui a jamais parlé de notions futiles comme le consentement. Voilà. Mais la pire des violences des parents, pour moi, s'exprime dans le fait qu'ils ont toujours eu la volonté de cacher à Brandon qu'il était un enfant adopté, comme si c'était une honte qu'il ne soit pas un enfant biologique. On sait très bien que ça peut être un vrai choc pour les enfants adoptés d'apprendre tardivement qu'ils l'ont été, et de plus, Brandon l'apprend d'une manière extrêmement violente. Il réagit très très mal à cette nouvelle et à ses mensonges, et c'est d'ailleurs par après qu'il va commencer à perpétrer des crimes. Et plutôt que de l'accompagner dans ses doutes, dans ses questionnements, d'essayer d'être présent pour lui, le père va tout de suite monter dans les tours, dans la violence, jusqu'à affirmer tout de suite, ce n'est de toute façon pas notre fils. Dès que l'enfant ne correspond plus aux attentes parfaites des parents, il s'en débarrasse. Ça en va quand même jusqu'à être un véritable phénomène de société aux États-Unis, où il y a des parents qui adoptent des enfants et qui, lorsqu'ils n'en veulent plus, lorsque l'enfant devient un petit peu problématique pour X ou Y raison, s'en débarrassent et rendent l'enfant à des orphelinats. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la violence de ce phénomène. D'ailleurs, je vous ai parlé plus tôt de la scène du couteau où la mère tente de tuer Brandon.
Je trouve cette scène particulièrement atroce, parce qu'on sent que Brandon est perdu, a besoin d'amour et d'aide vis-à-vis de ses pouvoirs qu'il ne comprend pas, et que sa mère, incapable de tenir son rôle de parent et de l'aider, veut juste le buter parce qu'il ne correspond plus à ses attentes. Tiens, d'ailleurs, faudrait contacter Combini à ce sujet, ça leur ferait d'autres meurtriers d'enfants à mettre en avant pour leurs interviews. Ce qui est, à mon sens, le plus représentatif du fait que Brandon devient diabolique à cause de ses parents, et non qu'il serait né ainsi, c'est qu'il tue chacun de ses parents, et bien par légitime défense, après que ceux-ci aient d'abord essayé de le tuer lui-même. Son père tente une première fois de le tuer dans une scène de chasse, retournement ironique d'un moment d'éducation visiblement montré comme critiquable d'ailleurs. Il finit donc par tuer son père, après avoir reçu une balle en pleine tête, qui ne l'a pas tué. Okay, Ren, please. Ren, don't, I'm sorry. Quant à sa mère, il lui fait encore confiance. La figure maternelle, douce, toute dans le discours, enrobe Brandon de mensonges. Il baisse sa garde et se laisse aller dans ses bras, et c'est à cet instant qu'elle brandit son couteau. Il finit aussi par la tuer, comme une légitime défense. Alors bien sûr, le film tombe parfois dans des aspects plus triviaux, des aspects plus gore ou purement gratuits pour accentuer le côté horrifique. On essaie parfois d'accentuer le fait que Brandon prend plaisir à tuer, par exemple. Mais je pense que si les choses tournent mal, c'est vraiment à cause de ses parents qui ne comblent jamais vraiment le manque au niveau affectif, qui ne sont pas présents lorsqu'il a besoin de lui et qui surtout ne le soignent absolument pas ou ne s'en occupent absolument pas au niveau de sa neuroatypie. Et c'est un aspect du film que je trouve particulièrement brillant qui illustre à quel point l'enfer est pavé de bonnes intentions. Parce que, comme je vous l'ai dit en introduction, jamais les parents ne sont ouvertement méchants ou maltraitants. Sous couvert de vouloir une petite famille parfaite, ils n'arrivent à gérer aucun imprévu, ni aucun défaut, et laissent finalement tomber leur enfant dès que le moindre petit imprévu arrive. Et si vous voulez une petite raison supplémentaire, un petit peu de mauvaise foi de beaucoup aimer ce film, il s'agit d'un film qui a choisi Bad Guy de Billie Eilish comme bande originale officielle du film, et ça prouve qu'il a quand même énormément de bon goût, et surtout, je vous assure que la manière dont c'est utilisé à la fin du film, c'est extrêmement jouissif, parce que la bande originale s'intègre vraiment à l'histoire et aux scènes post-crédits qui sont montrées à la fin du film. Vraiment, pour moi, ça a été un point d'orgue de finir là-dessus. Et voilà, écoutez, j'espère que ces 5 bonnes raisons d'aimer Brightburn vous auront donné envie de le défendre, donné envie de le voir ou de le revoir. Peut-être que ça vous aura fait aussi changer de point de vue sur ce film qui est pour moi beaucoup plus intelligent et complexe qu'il n'y paraît. C'est la première fois que je tourne avec mon nouveau matériel, que ce soit au niveau de la lumière ou que ce soit au niveau de l'image en général. Je me suis acheté un nouveau réflexe, donc j'espère que ça ira. En tout cas, c'est un grand premier test pour moi. N'hésitez surtout pas, comme d'habitude, à me suivre sur les réseaux sociaux si vous voulez suivre l'actualité de ma chaîne ou tout simplement papoter avec moi. Twitter, c'est le réseau où basiquement je raconte ma vie, voilà, le shitpost, un petit peu tout ce que je vois, bref, les trucs divers et variés, ça se passe sur Twitter. Sur Instagram, je vous parle un petit peu des sorties cinéma que je vais voir, je vous fais des posts régulièrement sur l'actualité cinéma, tandis que sur Facebook, ça va être plus des choses vraiment liées à la chaîne, les sorties de vidéos, les avancées de vidéos, des choses un petit peu plus basiques. Et voilà, j'espère en tout cas que vous passerez une très bonne semaine. On se retrouve normalement la semaine prochaine pour une vidéo dessin. Et quant à moi, je vous dis, comme d'habitude, à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous surtout. Salut! Oh! Et regardez qui vient me voir pour fêter la fin de la vidéo. Tu dis bonjour ma chat? Tu dis bonjour mon bébou? Oh là là! Mon petit chat d'amour ça! Bon par contre du coup je sais pas quand je vais pouvoir me lever vu qu'elle a décidé de squatter sur mes genoux. Oh, petit chat d'amour! Oui!